sportif, non? Costaud comme il a au moins 14 ans, lui, non? 12. Un petit peu moins, avant. 8 ans, 7 ans et demi. Ah, ben c'est bien, ça. C'est sa première soirée au hockey. Et moi aussi. Vous aussi? Oui. Hop. On y va, candidat? Donc, je me présente, Guy Fournier. Je suis le manager des Dragons de Rouen. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On est très, très heureux d'accueillir votre entreprise pour cette belle affiche. Il y en a peut-être qui n'ont jamais vu un match de hockey. Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est vrai? Donc, un match, ça dure 60 minutes. Un match de hockey, c'est 60 minutes de jeu effectif. Donc, du moment que le palais sort de l'aire de jeu ou s'il y a un hors-jeu ou quelque chose, l'arbitre siffle, le chrono s'arrête. OK? Donc, il y a 3 tiers-temps de 20 minutes. Donc, les amateurs de foot, partez pas après le deuxième tiers. Hein? Vous risquez de manquer le meilleur, des fois. Une équipe, c'est 20 joueurs et 2 gardiens de but. Sur la glace, on joue 5 contre 5. Il y a 3 attaquants et 2 défenseurs. Et puis ceux qui sont réellement pas sportifs, l'équipe qui marque le plus de buts a gagné. Hein? Je ne sais jamais si des fois il y en a qui ne suivent pas du tout. Je vais m'occuper de nos invités quand même. Je trouve que ça fait partie de l'accueil, de les accompagner, ouais. On va passer par là. Salut, ça va? Il y en a un qui a pris 2 minutes et quand il est arrivé au banc des prisons, il a mis un coup de crosse dans le plexi. J'ai vu ça. Là, l'arbitre il a remis un 10 minutes. À 2 minutes de Il est plus. un peu susceptible, l'arbitre. 10 minutes de plus. 10 minutes? Oui, parce qu'il n'a pas apprécié c'est un geste qui est antisportif, ouais, c'est ça, tu vois? Ouais. Et donc, après le match, on va se retrouver au bar là-bas. Vous êtes avec Humanis, non? Pardon? Vous êtes avec Humanis?
Avec le groupe humaniste, non? Ah non, ouais, ben, désolé, c'est pas pour vous. D'accord. C'est pas pour la télé ici. C'est l'entreprise humaniste, c'est pas grave. Merci. Allez-y les gars, servez-vous. C'est certainement notre meilleur défenseur. Donc ça fait mal quand tu le perds pendant 12 minutes, tu n'as pas ton meilleur défenseur. Quoi. Bon, il y en a d'autres qui sont bons. Hein. C'est le 67. Olsson. C'est un Suédois. Bonne période. We have to fucking wake up now. You're working harder than us, guys. 0-0. We gotta just be smarter. Let's go. Yeah, they work harder. Yeah, we have to pay the price, boys. Yeah, yeah. 2-0. Je savais avant le début de saison que c'était probablement à 90% ma dernière saison, mais ça s'est imposé au fur et à mesure et pendant les playoffs, c'était devenu clair. So be smart, put the stick on ice, use your skates every time that you get the puck, you skate with the puck, and you force the penalties. So give the puck to the knees, put traffic, be in front of the net, pay the price, win that game, guys. Because it's not going to come by nothing. The guys near to you guys is not going to make your job. You want a power play, you have to put the puck in the net. You want PK, you have to pay the price, block the shots. Everyone's have a part of the job to do it. Everyone have to do something then. Tonight they have to win that game. We need those points, we have to take it. We have to fight for it. Everyone, come on boys. Le hockey sur glace est-il un sport de brute? Oui, sans hésiter. Ça dépend comment on se situe, mais effectivement, il y a une intensité physique, au même titre que le hand ou le rugby, mais sous notre carapace, il faut énormément de finesse. On n'est pas que un sport de brute. C'est qu'une partie du sport. Et ça demande énormément de coordination, énormément d'analyse, énormément d'intelligence de jeu. C'est pas uniquement un sport d'intensité. Non, c'est pas un sport de brut. Non. Il faut être un artiste pour faire ce sport, je pense, d'abord avant d'être une brute, parce que sinon, si t'es une brute, tu peux pas jouer au hockey, c'est pas possible. Tu vois, c'est très complexe en fait, comme sport. Tu vois, il faut être dissocié du haut, du bas du corps, il faut être intelligent dans le jeu, ça va très vite, faire des bonnes mains. Si t'es une brute, c'est pas possible. Si tu traverses la patinoire, tu frappes, tu sais faire que ça, oui, on pourra se servir de toi, mais dans le fond, c'est pas ça.
c'est vraiment le sport spectacle par excellence, tu vois, ça va très très vite, les mecs, quand tu regardes un peu ce qu'ils font, tu vois, tu te dis, c'est dingue, quoi, ils sont vraiment forts, tu vois, dans le talent, dans ce qu'ils arrivent à exprimer sur la glace. Tu t'ennuies pas dans ce sport, tu vois, c'est pas le foot où, tu vois, on en parlait des fois, où c'est vrai que c'est super long, tu regardes, puis il se passe rien pendant, voilà, il va rien se passer, 2 fois 45 minutes, il n'y a rien. Là, 3 fois 20, des fois c'est intenable pendant 60 minutes, quoi. Mais ça c'est super, par contre. Tu vois, c'est jamais fini, un match de hockey, ça peut basculer, en 30 secondes le match peut basculer. Comme le rugby, le contact est autorisé, mais réglementé. Donc les contacts sont uniquement autorisés avec l'épaule ou avec le corps. C'est loin d'être un sport de brut. Maintenant, c'est vrai que comme il y a des fois des bagarres et des choses comme ça qui sont interdites mais qui peuvent faire partie du jeu, les médias aiment bien relater ça parce que c'est spectaculaire. Ça pourrait ressembler à des combats de gladiateurs dans une arène, comme dans la Grèce antique ou à Rome. Les gens aiment les sports intenses, avec de la bagarre. Parfois, ils veulent même voir un peu de sang sur la glace. Ah, c'est la guerre sur la glace un peu. Par exemple, des fois, on a notre gardien, s'il prend le gardien, normalement, on n'y touche pas, quoi. Puis s'il y a un autre attaquant de l'équipe adverse, il met un petit coup, quoi. Tu te sens obligé de défendre ton gardien ou ton équipe, donc... Il y a des joueurs que tu le détestes sur la glace. Ouais. Automatiquement, c'est comme ça. En dehors, ils feront rien, tu leur dis bonjour, voilà, mais dès qu'ils montent sur la glace, tu les détestes, je sais pas, c'est leur façon de faire. Les gens qui vont voir des matchs, ils ont besoin de héros et de méchants. Et pour que des héros soient des héros, il faut des méchants en face. Et donc, ils aiment aimer leurs héros et ils aiment détester les méchants. Et moi, donc, je faisais partie des méchants que les gens préféraient détester des équipes adverses. Il y a une raison ? J'étais pas très agréable comme joueur, pas très sain. T'étais pas très agréable par rapport au public adverse, justement. Non, j'étais assez hargneux, assez... Un peu moqueur. Ouais, un peu... Pas des choses très positives, je le dis pas avec fierté, parce que il n'y a pas à être fier de ça. C'est un vrai... Sur la glace, c'est un vrai connard. Hein. Même lui, il le dit, mais en dehors, il est super cool, quoi. En dehors, c'est un mec pas... Enfin, il est bien, il est cool. John, c'est quelqu'un qui est fort mentalement, qui sait faire craquer des joueurs. Enfin, il est là, il t'insulte, il parle sur ta mère, sur ta sœur. J'ai déjà entendu dire des trucs genre « T'es au courant que ta sœur, je l'ai niquée, moi ?» Même, il met des petits coups, c'est comme tout le monde, mais lui, c'est vraiment bien s'y prendre. Il a beaucoup plus d'expérience, donc les petits coups, c'est les mettre quand l'arbitre, il regarde pas. Quand, par exemple, tu vas passer devant le banc, il va t'insulter de tous les noms. Par contre, des fois, il est nul, quoi.
Une fois, il nous a sorti poule mouillée. Il s'en est rendu compte d'ailleurs. Il s'est dit putain, c'est nul ça. Pourquoi j'ai dit ça quoi? Mais vu que c'est un grand monsieur quoi, donc il peut l'ouvrir quoi. Jouer contre lui, on pourrait pas, mais jouer avec lui après, c'est. Ouais, non, c'est vrai que vraiment c'est bien. énorme. Je suis un mauvais joueur, donc je n'ai pas un esprit très sportif, c'est pas très élégant, c'est pas le gentleman de la, tu vois. Mais c'est comme ça que j'étais, c'était une source de motivation, j'avais besoin de ça pour avancer, une espèce de haine qui était vraiment ciblée sur la glace. Ça disparaît complètement quand je sors du contexte du hockey. Mais c'est vrai que j'ai avancé beaucoup avec ce caractère-là. J'ai eu quelque chose de très traumatisant qui m'est arrivé à 18 ans. Je jouais avec Rouen. Lors d'un match à Grenoble, j'ai pris un coup et j'ai mal réagi. Et j'ai donné un coup de crosse. J'ai blessé quelqu'un gravement. Donc la personne a été blessée au niveau de la bouche gravement. Et donc déjà, par rapport à ça, c'est traumatisant de blesser quelqu'un gravement comme ça. C'est quand on veut pas le faire vraiment, c'est quand c'est une réaction et qu'on se rend compte des dégâts qu'on a fait, c'est dur. Puis les conséquences concrètes ont été difficiles puisque j'ai été suspendu 1 an. Je suis passé au tribunal correctionnel parce que la personne a porté plainte évidemment pour les assurances, etc. Ce qui est normal. Et j'ai écopé de 200 000 francs d'amende, de 6 mois de prison avec sursis. Donc quand on a 18 ans, qu'on fait du hockey, on ne se rend pas bien compte que certaines choses sont irréversibles et qu'il faut payer les conséquences de ces actes. Donc je l'ai appris assez tôt et ça a été très 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 traumatisant. Donc voilà, ça fait partie aussi de ce qui s'est passé dans ma vie et ça a forgé mon caractère aussi, mais ça c'est un souvenir assez douloureux. En français, on dit chef matériel. On dit le chef matos. Bah, c'est super important, c'est clair. C'est déjà la première chose, c'est lui qui s'occupe de l'affûtage des patins. L'affûtage des patins, c'est ce qui nous permet d'avoir le contact entre notre corps et la glace. Et si on n'a pas un bon affûtage, on ne peut rien faire. On peut vraiment rien faire. Si on n'a aucun appui, c'est comme si on va jouer au foot pieds nus dans la boue. Là, on se dirait, je n'arrive pas à jouer. Nous, c'est pareil, si l'affûtage n'est pas bon, on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment important. Et puis après, Nico, il amène tellement un confort. Quand on est habitué, on ne le voit pas, mais quand il n'est plus là, on se dit, ouais, il faisait tout ça. Il lave notre linge. C'est tout un ensemble quand il n'était plus là, on était perdus. Alors déjà, il est super chiant. Vraiment. Il se laisse pas marcher sur les pieds, il drive les gars, il les envoie chier, il a un gros caractère, et ça c'est bon parce que des fois ils ont tendance à se prendre un peu pour le nombril du monde. Il fait un boulot incroyable, mais incroyable. Jean, il a fait 2 mois, il était épuisé. Nico, il fait ça depuis 10 ans et il a toujours la même passion, la même envie, il est au service des joueurs, au service de tout le monde. Merci mon Nico. Ce soir la victoire. Lucas, invite ou pas?
Non? Ouais. J'étais à genoux, le gars est tombé. Et ça, ça peut être ambiance. Quand l'accident est arrivé, moi j'ai dit à Guy et Thierry, j'ai dit attention, c'est plus facile de changer un joueur que de changer Nico. C'est un petit gars qui fait pas de bruit, qui fait un boulot énorme et on s'en aperçoit d'autant plus parce que vous savez, ça fait combien qu'il travaille pour nous, Nico? Oh là là. 10 ans. Ah oui. Donc au bout de 10 ans, quand t'as jamais d'emmerde et que tout se passe bien, tu crois que le boulot il est facile finalement? Bah oui. Il n'y a jamais de problème. Donc tu dis bon. Puis il le faisait tellement facilement qu'à un moment donné. Et là, après son accident, on s'est aperçu que c'était super compliqué. Voilà. Je crois que je vais juste changer le 9. Le 1, il est correct. Voilà, un plus beau. Un beau numéro. Je m'en suis voulu de faire cet entraînement le 25 décembre. Parce que, mais bon, on jouait le 26 et puis voilà, et puis c'est le destin, mais c'est une des tragédies, voire la tragédie de la saison, hein, mais. Donc on est arrivé le 25 au soir à la patinoire, il n'était pas là, chose qui arrive jamais, ce qui est toujours là bien avant nous, pour préparer le vestiaire, etc. Et donc on s'est inquiété, on s'est demandé ce qui se passait. On a commencé à essayer de l'appeler, il ne répondait pas. Et, on s'inquiétait vraiment. Et à un moment donné, Marc-André Tinel continuait à essayer de l'appeler. Et il est tombé sur... une personne qui a répondu, c'était un policier. Il a dit qu'il avait eu un accident, qu'il ne pouvait pas nous en dire plus et qu'il cherchait à joindre un de ses proches. J'avais un message de John, j'avais un message de Julien, j'avais un message de Fab. Et dans le message, tu sais, il chantait à la voix des gars qu'il y a quelque chose qui allait pas, tu vois. J'appelle John tout de suite. Il fait, bah écoute Gaëtan, Nico est entre la vie et la mort. Il vient d'avoir un accident de voiture. Et t'y crois pas au début, c'est pas possible, je veux dire. Moi le mec, j'étais chez lui 2 jours avant, on était avec Nico, on était allé au Barouf, on buvait notre bière, on s'engueulait comme d'hab, on se brassait, on a dormi chez lui, on s'est encore fait 15 000 fois la saison, comment on pouvait la modifier pour faire mieux, on s'est couché à pas d'heure, c'était 3h du mat, tu vois. Bah, tout va bien quoi. 2 jours après, on te dit... Ce qui a été le plus dur en fait, c'était d'aller dans le vestiaire. Je voulais pas y aller au début. Parce que le vestiaire c'est chez Nico, tu vois, c'est sa maison, tu vois, c'est chez lui. Tu rentres chez lui, quoi, tu vois, Et quand tu rentres chez quelqu'un, bah, ce que t'attends c'est de le voir, quoi. Il faut qu'on arrive à trouver une organisation parce que je pense que c'est ça qui va l'aider à revenir plus vite, à le faire progresser, sachant qu'il ne pourra pas tout faire tout seul, quoi, voilà. Donc Nico, bon, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que pas facile à remplacer, puis on n'a pas envie de le remplacer, quoi. Voilà, tout simplement. Ce qui me plaît le plus dans le hockey, moi, je pense que c'est la vie de vestiaire. La vie de vestiaire, déjà parce que on passe beaucoup de temps ensemble dans le vestiaire, justement pour avant s'équiper, se déséquiper. Quand on parle avec des anciens joueurs, c'est ce qui leur manque le plus, c'est la vie de vestiaire. Yeah. That's like Zidane when he was kicked out. Exactly the same. Il y a l'odeur aussi qui manque des fois un peu.
Il paraît. C'est vrai que l'odeur d'un vestiaire de hockey, on lave beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout laver non plus. Et donc, à mettre tous les jours, 1 fois ou 2 fois par jour, l'équipement, même si on le change, mais sur une saison, au bout de 8 mois, c'est clair qu'il sent. Et c'est vrai que c'est particulier. Et chaque fois que des personnes étrangères qui viennent pour la première fois dans un vestiaire sont choquées. Oula, fou, ça sent fort. Ouais. Alors que, mais c'est vrai qu'après, des fois, quand on n'y a pas été pendant un moment, on l'oublie jamais, cette odeur. Ouais. De manière générale, la crosse, c'est vraiment l'outil principal du hockeyeur. C'est le prolongement de la main, en fait. C'est ce qui permet de jouer et de créer des choses. Donc, moi, c'est vrai que j'étais assez pointilleux avec mes crosses, la taille, la courbe, la souplesse. J'étais, on va dire, un peu casse-couille pour mes chefs matériels. Quand j'étais jeune, tout était en bois. Maintenant, c'est censé être plus solide, mais ça ne l'est pas. Et surtout, c'est plus cher. C'est ce qui est le plus important, c'est plus cher. C'est assez marrant, quand j'étais jeune, il y a un joueur qui s'appelait Jacques Richard qui jouait avec une crosse que je trouvais belle. Et quand j'ai eu la possibilité, pour la première fois de ma vie, je pense que c'était à 19 ans, j'ai eu la possibilité de me faire une crosse sur mesure, parce que jusqu'à 19 ans, je jouais avec ce qu'on me donnait. Et j'ai essayé de reproduire exactement la crosse que je trouvais belle. Et j'ai toujours joué avec la même crosse. Et j'ai pas connu le plaisir ou le bonheur de jouer avec le graphite et toutes les nouvelles crosses, mais j'avais beaucoup de plaisir et de très belles sensations avec ma bonne vieille crosse en bois. Alors Guy, ce soir, on va jouer décontracté, on est en super forme. Ben écoutez, je pense que tout le monde est prêt pour le match et puis nous sommes maintenant, on a travaillé dur toute l'année. Je pense que depuis le mois d'août, tout le monde travaille très très dur. Rouen, champion à Grenoble, c'est possible, Guy Fournier? Ben écoutez, tout est possible. Je pense que... La moustache, elle s'enlevait, hein? Et j'avais un T-shirt en dessous velu, si ça se faisait à l'époque. J'enlevais tout après, hein? C'était que pour les matchs, ça. L'anecdote que je raconte toujours sur Guy, avec ses crosses, c'est qu'un jour, il a eu une très très mauvaise passe. Guy, c'est quelqu'un qui marquait à peu près 3 buts par match, de moyenne, pour faire une histoire courte. Et je pense que pendant 10 matchs, il n'avait pas dû marquer. Ce serait arrivé à n'importe quel joueur, à un moment donné, il aurait tout changé. Il aurait changé la courbe de la crosse, la marque, il aurait coupé plus grand. Mon Guy, il a gardé la crosse pareil, d'accord, pour te dire que dans la tête, il était solide. Puis il a dit, t'inquiète pas, ça reviendra. Et quand on sait le cinéma que c'est une crosse avec un joueur de hockey, c'est-à-dire que en fait, c'est l'outil où, quand ça va pas, c'est toujours la faute de la crosse, hein, pour faire simple. Pour les joueurs qui sont mentalement faibles, ce qui était peut-être mon cas, et Guy, lui, il a sa crosse toujours pareil. Et puis un jour, c'est revenu comme c'est parti, quoi.
si tu as peur, tu peux pas être gardien. Et puis je pense que c'est plus impressionnant vu de l'extérieur que quand on est dedans. Parce que quand on fait ça depuis tout petit, on est habitué à recevoir le palais justement. Je sais pas, il n'y a jamais de peur. Jamais de peur. Cette année, j'ai fait un concours de circonstances. Le palais a passé à travers ma grille, ça m'a ouvert la paupière, mais bon, c'est rare. Maintenant, avec les masques qu'on a, c'est vraiment rare d'être blessé au visage. Avant j'ai été ouvert plusieurs fois. Dès qu'on prenait un palais assis dans la grille ou dans le front, ça faisait pression, ça nous a éclaté un peu le haut du crâne ou sur les tempes comme ça. Mais maintenant, on est vraiment bien protégé. Même les épaules, avant les épaules c'était douloureux, les coudes aussi, mais maintenant c'est vraiment... Ça va. Il y a quelques fois on a mal, mais c'est rare par rapport à avant. On a toujours eu conscience qu'on faisait du sport, mais qu'on devait, en tant qu'équipe de haut niveau d'une région, de s'impliquer au sein de la communauté. Ça faisait des années qu'on payait des appartements à une dizaine ou à une quinzaine de joueurs en ville, avec les cautions. Un coup, l'appartement était trop petit, un coup, il était trop grand, parce que suivant la famille. Bon. Donc, le projet du club, c'était à un moment donné de pouvoir capitaliser déjà, et d'avoir un lieu unique où on pourrait mettre tout le monde au même endroit. Mais il y avait aussi le côté social qui est réellement pesé lourd dans notre décision de venir s'installer ici, parce qu'on trouve que c'est un très très beau quartier qui mérite une meilleure presse, entre guillemets, parce que je pense que ce quartier-là est décrié injustement souvent, puis essayer de changer cette image-là, nous déjà en s'y impliquant, et puis deux, en essayant d'amener d'autres énergies. Donc on essaie d'amener des gens de l'extérieur à venir se joindre à nous dans ce quartier-là. Je parle souvent d'énergie positive qu'il y a dans ce quartier-là. Et Franck qui a monté ce restaurant-là, est un bel exemple aussi. Et donc d'avoir ça à côté au lieu d'être obligé de descendre en ville ou de remonter là-haut pour aller manger, c'est un confort, quoi. Quand je reçois des fournisseurs, moi, vous êtes où, M. Chabot? Alors, sur les Hauts de Rouen, en face du collège Georges Braque. Connaissez-vous le collège Georges Braque? À côté du hockey, à côté de la Société des Eaux, à côté du centre de formation de la Poste. Mais dites-moi, c'est la Grand-Mare? Ah oui, c'est ça, c'est la Grand-Mare. Le quartier de la Grand-Mare, au départ, il n'y avait rien, c'était une ferme en fait, c'était des collines, des champs, des bois. Et l'idée, dans les années 70, c'était d'en faire un endroit un peu où il faisait bon vivre, un peu bourgeois, un peu, on dirait aujourd'hui, bobo. L'idée, c'était de concurrencer les plateaux ouest, qui n'étaient pas de Rouen, mais qui étaient Mont-Saint-Aignan, etc. Et d'en faire un quartier plutôt chic. Et puis dans les années 80, il y a eu 2 drames coup sur coup, des incendies en fait qui ont eu lieu dans ces appartements. Il a fallu 3 heures d'effort aux sapeurs-pompiers de Rouen pour venir à bout de l'incendie qui a ravagé 25 appartements de ce grand ensemble. Si l'on déplore 2 morts et 4 blessés, les sauveteurs ont évité une véritable catastrophe grâce à la rapidité de leur intervention. En moins d'un quart d'heure, ils ont évacué près de 40 personnes bloquées par les flammes dans les 4 étages. Depuis 1974, c'est le 3e incendie violent qui se déclare dans cette cité d'une centaine de logements. Et donc en fait, à la suite de ces drames, il a été décidé d'évacuer et de reloger l'ensemble des personnes qui habitaient dans ces bâtiments.
Donc en fait, ça a vidé le quartier vraiment de sa force vive. Et puis ça a marqué vraiment un vrai traumatisme pour le quartier. Le maire a le devoir, c'est sa charge, d'exercer tous les moyens dont il dispose pour assurer la sécurité. Dès lors que les experts me disaient que ces immeubles présentent un danger, mon devoir était de dire qu'ils ne sont pas dans l'immédiat habitables et que le propriétaire, c'est-à-dire l'office HLM, doit faire les travaux indispensables à la sécurité des habitants. Et là, on a perdu certainement un petit peu en mixité sociale. Et puis, comme beaucoup de coins en France, voilà, les problèmes de violence, d'insécurité et de chômage. Et donc du coup, il y a eu une dizaine d'années très difficiles à vivre pour le quartier, entre les années 90 et 2000. Illustration de ce climat d'insécurité à la Grand-Mare, les responsables du magasin Le Mutant ont décidé de fermer leur établissement, décision prise après qu'un des vigiles ait été agressé. Vendredi soir, un vigile du supermarché a été menacé par un voleur armé d'un couteau. Conséquence, la direction a décidé de fermer le magasin. Ça va être un manque pour le quartier ? Ah ouais, bien sûr. Alors, jetez un coup d'œil autour de vous, vous voyez plus de rideaux baissés que de rideaux ouverts. Et ça, petit à petit, le quartier se dégrade. Vous savez, les gens ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont agressés. Vous recevez du monde, on vous vole votre voiture, mais ça devient infernal. Maintenant, l'arrivée du RHE, c'est sûr que je pense que ça nous aide tous dans le quartier, ça contribue. C'est une pierre de plus dans le bon sens pour la Grand-Mare. Alors même si les habitants du quartier ne le ressentent pas immédiatement ou ça n'a pas un effet direct, ça a forcément un effet indirect. Parce que déjà, le fait que le RHE soit là, y compris la billetterie, c'est-à-dire que les gens viennent à la Grand-Mare pour acheter leurs billets pour aller au match, mais forcément ça fait connaître la Grand-Mare. Et c'est aussi des choses dont on est fier, comme tu disais, c'est une lumière. Voilà, les petits gamins, ils sont contents de dire qu'à côté, ils croisent tous les jours les joueurs. Enfin, je veux dire, le hockey, c'est un vrai truc quoi, pour les Rouennais. Qu'on se mette ici, au niveau social, c'est terrible, quoi. Je trouve ça vraiment top. Je trouve qu'on s'est bien intégré, tu vois, dans le quartier. Bon, moi, l'été, j'entraîne les joueurs, on est souvent dehors, il fait bon, on en profite. C'est pas mal, ça. Et puis là, t'as tous les gens qui nous regardent, les tours qui se mettent en haut, puis ils nous regardent nous entraîner, là, juste en face. On n'a jamais aucun problème. Et 2 mois après, t'as tous les gamins qui sont là devant, et tu sais pas comment, ils ont tous plein de crosses, et puis ils jouent au hockey devant, au lieu de jouer au foot, quoi. Moi, je trouve ça génial, tu vois. Ça, c'est génial. C'était quand même un pari, de s'installer là, je pense, pour le club. C'était pas évident. C'est bien d'être ensemble dans le même bâtiment plutôt que d'habiter à chacun dans un appartement loin les uns des autres et ça crée pas un esprit d'équipe alors que là on est vraiment tous soudés. Quand il y a un problème, on peut toquer chez le voisin et en parler et tout ça et ça c'est bien, c'est une bonne chose. Finalement on a chacun notre appartement mais c'est comme si on vivait un peu tous ensemble quoi. Après c'est vrai que je sais que pour les femmes et les enfants des joueurs c'est pas top quoi. Bah, on a eu quelques vols, des voitures cassées, mais bon. Yeah, I got very oui, j'ai de très très mauvais souvenirs. Nous dormions avec ma femme. Il devait être 3 heures du matin. Quelqu'un a frappé à la porte. Et quand j'ai ouvert, Cédric Custos et Lionel Tarantino m'ont dit « Hey, ta voiture est en train de brûler ». Je leur ai dit, hé les gars, c'est pas une bonne heure pour faire des blagues. Carl était là aussi et il m'a dit, que vas-tu faire? Et je lui ai répondu, tu sais, je n'aurai plus besoin de pneus d'hiver maintenant. But this project here is very good. Mais ce projet ici est une très bonne chose pour les autres habitants du quartier. Peut-être que dans quelques années, ils comprendront que nous voulons être comme un exemple pour eux.
en particulier vis-à-vis des jeunes. C'est un très bon exemple. On serait en Ligue 1 en football, je ne pense pas qu'on ait la possibilité de faire monter des joueurs, et en plus des joueurs incroyables, parce que les joueurs de foot sont plutôt des gens qui arrivent des quartiers défavorisés. Eux, tu les feras plus habiter là-dedans. Nous, on a fait l'effet contraire, c'est-à-dire on a pris des mecs qui vivaient dans des endroits plutôt bourges, on peut dire, et on les a mis dans des quartiers difficiles. Ouais, ça va. On n'a jamais eu de soucis. Hein. En venant à Rouen, on m'a dit que c'était chaud et tout. Mais il y a même des jeunes qui sont venus me voir. Ils m'ont dit ouais, c'est bien le hockey. On est venu voir. Ça va. On est les seuls, hein, je pense, en France à avoir ça. Quoi. Un truc comme ça. C'est comme l'INSEP, quoi. On est tous réunis ici. Puis on a des bureaux, on a notre salle de musculation. Salle de cours, on a tout, quoi. Voilà. Donc les matins de match, c'est pas obligé d'aller jusqu'en ville, te lever à 8h pour aller à la patinoire. Tu viens faire ton vélo ici, si un jour t'es pas bien, tu vas faire ton vélo. On a tout, quoi. Il y a plein de gens à Rouen qui ne connaissent pas la Grand-Mare et qui refusent d'y aller. Et nous, on y vit depuis, ça va faire 2 ans, et on est ravis, quoi. Et dans la vie, soit on choisit une vie plane, des fois, où il n'y a pas beaucoup de risques, mais il n'y a pas beaucoup d'émotions non plus, ou soit on a une vie qui est un peu plus comme ça. On a des petits coups durs à gérer, des fois, ça nous arrive. On a eu un de nos joueurs qui s'est fait brûler une voiture, ça arrive. Mais je reste persuadé qu'on aura des belles histoires à raconter aussi. On a un projet de construction de patinoire synthétique. On va organiser 2 matchs par mois de notre équipe pro 3 contre 3 là-bas. Et j'ai dit au pouvoir politique, je vais bien amener 150, 200, 250 personnes des autres quartiers. Et ça, c'est de la mixité sociale, parce qu'on dit aux gens, venez voir la Grand-Mare, vous allez voir, c'est pas si mal que ça. Body. Ben ça, ça fait partie de notre culture aussi nord-américaine. On est très mascotte de l'outre-Atlantique. En plus, on a trouvé le mec bien qui va dedans. Nous, on sait qui c'est, la personne qui est dedans. Ça doit rester un secret, apparemment. Il va pas te manger. Je suis très sensible au sourire. Je me décris souvent comme un chasseur de sourires, donc en quelque sorte ce job était profilé pour moi. C'est un petit peu un champ d'expérimentation humaine. Body, Maurice. Body, c'est qui, Maurice? C'est qui? Non,
Non, mais c'est vrai, c'est bien pour les enfants. Les enfants aiment bien. Annick, elle a adoré le match. Ouais, Maurice, il a peur un peu. Mais... Tu avais peur de Body Body? Pourquoi tu avais peur? À 15 ans, je vais le toucher. À 15 ans, il va le toucher. À 15 ans, il va le toucher. Que voit Buddy Buddy? Alors ça c'est une bonne question. Bah pas grand chose. Hein. Mais du coup ouais, je pense véritablement qu'avec le temps, j'apprends un petit peu à voir, du moins à sentir ce qui se passe autour de moi, notamment les enfants, parce que la taille fait qu'il faut vraiment que je me penche bas pour voir bas, quoi, et qu'il faut vraiment que je tourne la tête haut pour voir haut, et tout ce qui se passe sur les côtés, c'est pareil, quoi. Au début, je parlais un petit peu dans la mascotte, parce qu'on m'avait pas dit qu'il fallait pas parler, puis j'ai entendu 3-4 personnes me dire « Mais tu parles, Buddy Buddy, tu parles ?» Et puis en fait, j'ai réalisé que peut-être fallait pas que je parle, et puis du coup, j'ai réalisé qu'il y avait un vrai enjeu à essayer de faire passer des émotions, à faire comprendre des choses sans la parole, mais juste par des mouvements. De manière générale, dès que je vais vers les gens et que j'entame une petite relation avec eux, ça marche, quoi. Et en fait, les beats, j'essaye d'en jouer. Comme par exemple quand ça prend pas, quand je lance mon doigt pour faire crier les gens. Alors du coup, des fois je me tourne un petit peu penaud, puis je mime un peu la tristesse. Tu as fait de la peine? Tu as fait de la peine à Body Body ou quoi? C'est toi là? Je vois pas grand chose du match, quoi. J'ai plus les yeux et l'attention sur les gens, sur l'ambiance que sur le match. Je suis un peu vert d'avoir pleuré. Bon, à vous tous et à vous tous, on est très très heureux aujourd'hui de vous accueillir à l'hôtel de ville de Rouen, parce que ici, comme vous dites dans les tribunes de la patinoire, ici c'est Rouen. Ici c'est Rouen. Et permettez-moi de citer peut-être pour commencer ceux qui ne sont pas toujours en avant.
ceux qui ne sont pas toujours en avant et qui sont derrière les joueurs. Et le premier que j'ai envie de citer, qui est encore là aujourd'hui, c'est Jacques Houille, c'est Nicolas Bertrand, c'est Angers. Comment expliquez-vous la pérennité du succès du club depuis plus de 20 ans? C'est parce qu'il a extrêmement bien géré, je pense. C'est pas pour envoyer des fleurs aux dirigeants, parce que je m'en fous un peu. Mais c'est ce que j'ai remarqué, je pense. Voilà, c'est géré assez intelligemment par Thierry Chex. Lui gère ça comme une entreprise. Pourquoi ça marche depuis maintenant? Parce qu'on a de la chance. Mais bon, après, parce qu'on est dans un sport mineur et que les enjeux font qu'on reste sur Terre, que notre place dans les médias reste limitée. Donc ça nous permet de rester nous-mêmes. Et moi, dans le sport, c'est ce qui m'intéresse, c'est les sports mineurs. Parce que à partir du moment où il y a de l'argent, malheureusement, mais c'est la faute de personne, tout est un peu tronqué et il n'y a plus de vérité, quoi. Il y a trop de business.